Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis ravie de recevoir cette semaine l'actrice, scénariste et metteuse en scène Camille Chamou à l'occasion du Festival du cinéma européen aux Arcs 1950. Camille est présidente du jury court-métrage et donc réussi à la croiser entre deux séances de ciné en altitude pour parler échec et rebond. Hello Camille. Et bonjour. T'as raté la luge tout à l'heure. Je pensais t'y croiser. Mais on vous a croisé en sortant du truc, ouais, nous aussi, et on s'est dit, il pleuviote. Bon, allez, on va aller débriefer des courts-métrages qu'on a vus. Ouais, et bon, on a ok. été débriefés. Bonne excuse. C'était bien? Oh, c'était trop bien. C'était trop bien, mais l'année prochaine, tu en feras et je te donnerai mes meilleurs tips pour ralentir avec les pieds. Génial. Tu vas me raconter dans cet épisode ton échec du Conservatoire national. Donc tu le disais tout à l'heure, le théâtre, ça a toujours été quelque chose qui t'a fait vibrer. Oui. On t'a amené très tôt au théâtre, en fait? Oui, mes parents ma mère m'a énormément emmenée au théâtre et j'ai tout de suite aimé le théâtre. Enfin, j'ai tout de suite aimé jouer à l'école, la petite école et tout, lire à haute voix. J'ai tout de suite aimé lire à haute voix. J'ai tout de suite eu un rapport à la parole orale. Pour convaincre, pour amuser, pour distraire et tout ça, toujours. Je faisais déjà des études et je faisais des études de lettres très poussées parce que, c'est Hippocagne-Cagne, c'est les lettres supérieures, donc il y a un concours qui est le concours de Normal Sup que j'ai également raté, mais ça c'était pas très grave pour moi parce que c'est toujours un petit coup à l'ego de rater quelque chose quand on a travaillé, mais je savais que c'était pas ce que je voulais faire. En revanche, après, j'ai préparé les grandes écoles de théâtre et notamment le Conservatoire national. Et ce qui est drôle, parce que j'étais dans un cours de théâtre tout simplement et que je préparais le conservatoire. Ouais. Et en fait, je l'ai raté 3 fois. Ma pauvre. Et je l'ai raté 2 fois au premier tour et 1 fois au deuxième tour. Et c'était assez perturbant et en même temps super parce que j'ai compris qu'en fait, c'était pas ma voix, c'était pas mon karma, la voie royale. C'est un truc. Il y a des gens pour qui c'est le karma. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont presque, je dirais, pas d'autre chose à leur disposition. C'est-à-dire que, en fait, ils viennent vraiment carrément d'un endroit où ils ont pas du tout été éveillés au théâtre ou je sais pas quoi, et ça devient vraiment. Enfin, je trouve que c'est une plateforme géniale en France, ce truc des grandes écoles, parce que tu peux un peu normalement, théoriquement, en tout cas, venir de n'importe quel milieu et pouvoir préparer ces écoles gratuites, libres, françaises, voilà. Donc c'est un truc génial. Mais moi, je pense que en fait, c'était pas mon chemin. Je comprends tout à fait. Et du coup, il y avait un truc de personnalité où il fallait que je fasse mon chemin seule. Alors, c'est paradoxal parce que j'adore les équipes, les groupes, mais en traçant ma route seule. Après, avec des gens que j'agrège sur mon chemin ou dont je rejoins la route. Mais pas des institutions et pas de manière officielle et tout ça. Il fallait que j'invente mon chemin. Et c'est tout le temps le cas. Et en fait, ça m'a donné une leçon de base très tôt, quoi. Je l'ai passé genre à 19 ans, 20 ans. Ouais, c'est jeune. Voilà. Et je l'ai passé 3 fois de suite, donc 19, 20 et 21, je crois. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est marrant, je pense que je suis pas mauvaise. Je pense que c'est mon endroit. Ça consolidait à chaque fois quelque chose, que c'était quand même mon endroit de je sais pas, d'habileté, de fabrication, de trucs où je sentais que j'étais à ma place. Mais c'était pas là où, et à chaque fois après qu'il y a eu les premières, j'avais vraiment un problème avec la compétition, les concours, les auditions, je me disais non, en fait, je veux sortir de la compétition. Je veux créer une voix qui sort de la compétition. Et c'est vraiment comme ça que j'ai créé mon truc. Et maintenant que je suis sortie de la compétition, que j'ai créé ma voix, depuis peut-être 5-6 ans où je suis sortie complètement, disons que, en tout cas, j'ai créé ma voix, qui est toujours en fomentation, en construction, etc. Mais
on continue toute sa vie de créer sa voix, mais que j'ai émergé et que je peux me faire entendre, m'exprimer, être choisie pour ce que je suis, ou que les gens naturellement peuvent venir me voir, savent un peu quelle artiste je suis, quelle actrice je suis. Et je n'ai plus aucun problème avec la compétition. Je peux passer des auditions tout le temps, passer des essais tout le temps. Je m'en fous d'être prise, pas être prise, ça ne me vexe pas. C'est hyper intéressant. C'est ça. Je suis en fait personnellement. Voilà. Rien. Je ne prends plus rien personnellement. Mais je pense que j'ai été guérie initialement par ce truc et c'était comme un vaccin hyper puissant où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas mon truc. Donc, je vais créer des choses, je vais sortir du terreau de la compétition et maintenant, je peux y rentrer tranquillement parce que il faut pas se voiler la face non plus. Bien sûr, surtout dans ton la métier. vie est quand même composée de moments où t'es choisi, pas choisi. Mais en revanche, t'as toujours l'occasion, je trouve, de créer ta voix si t'as la sensation de pas être vue là où tu dois être vue, t'as toujours l'occasion de créer ta voix. Surtout dans le théâtre, dans le cinéma, où t'as toujours un moment où tu peux te mettre avec tes potes autour d'une table, inventer un scénario, imaginer une histoire, créer des dynamiques, te rapprocher de gens, voilà. Créer des familles, en fait, de théâtre, de cinéma, de ce qu'on veut, des petites familles, des petits machins. Moi, j'ai vachement la sensation que les choses se sont faites en créant des familles et non pas en attendant d'être adoubées. Et d'être choisi. En fait, exactement. C'est-à-dire le truc de l'échec initial, triple échec initial, sur la voie royale, je me suis dit, n'attends jamais d'être choisi. Crée tes choses, en fait. Fais entendre ta voix. C'est tellement motivant ce que tu dis et c'est hyper intéressant. Et tu vois, ce que je retiendrai même dans ta phrase, c'est le mot créer. Il y a un philosophe hyper intéressant qui s'appelle Charles Pépin, qui parle d'échecs extrêmement bien, qui raconte que la confiance en soi, elle se provoque et elle se forme avec des choses extrêmement concrètes, avec ses mains, avec son cerveau aussi bien sûr, mais dans la façon de créer. Quand c'est toi qui fais des choses, qui entreprends petit à petit, tu sais, ça te solidifie et de toi, de t'être dit, ok, je sens que j'ai envie de ça, donc je vais le faire. Ça a dû te donner une force et une puissance parce que tu t'es dit, mais en fait, mine de rien, je peux tout accomplir puisque je le fais moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et il y a un autre truc qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que moi, pendant quelque temps, j'avais l'amertume, mais pas tout à fait le bon truc parce que j'ai jamais été amère de ça, mais j'avais la frustration de ne pas avoir vécu ce moment de, tu vois, d'être proclamée sur une liste ou d'être nommée ou d'être, tu vois, un parcours de vie de comédienne. Tu fantasmes le moment où t'es prise, je vais citer des trucs au hasard, au Conservatoire national justement, ou bien le moment où t'es choisie pour un rôle au milieu de plein de filles, ou le moment où tu fantasmes vachement ce truc-là, comme des espèces de moments où t'es là, ouais, et je vais pouvoir faire une fête là. Bon, ok, et c'est des à-coups. Et c'est des marqueurs aussi. C'est des marqueurs hyper forts, mais c'est des à-coups. Et je dis ce mot vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi. Moi, j'ai justement une de mes meilleures amies qui a été prise à Normal Sup et qui m'a dit, la vie a été après. En fait, ça a été une joie énorme. Et de la même manière, une réalisatrice qui me disait il y a pas très longtemps, Jeanne Herry, qui est une super réalisatrice, qui me disait le jour où j'ai été prise au conservatoire reste une joie pure de ma vie. Et c'est quelque chose que moi j'ai pu très longtemps jalouser en me disant oh là là, mais moi j'ai jamais eu cette joie pure d'être choisie. Oh là là, c'est extraordinaire, ça me tombe dessus. Quasiment. Mais en fait, c'est aussi des joies dont il est difficile de se remettre. C'est vrai, c'est tellement intense. Parce que il est difficile de transformer cet essai et de revivre une joie à la hauteur de ce moment. Et en fait, moi, j'ai l'impression que et c'est des chemins de vie. Ils ont cette rareté d'être composés de ça et c'est magnifique qu'il l'ait été. Et tu vois, Jeanne Herry, je pense qu'elle est bouleversée d'avoir vécu ça et c'est extraordinaire dans son parcours de l'avoir été. Mon amie Kinga aussi, pour elle, le fait d'avoir été prise à Normal Sup. Pour moi, la vie s'est faite à l'inverse, par des petites marches et pas par des à-coups. Je n'ai jamais vécu d'à-coups.
Ouais, et il y a pas longtemps, on me disait, mais ça a quoi été le déclic, le truc fou? Est-ce que ça a été ci? Est-ce que ça a été ça? Et je dis, mais non, je n'ai rien vécu comme un truc fou. Ouais, parce que c'est t'avais sur tout le construit, temps long. Ouais. En fait, sur le temps long, j'ai construit des capacités, des choses. J'ai commencé à faire une pièce et puis une deuxième. J'ai bossé comme metteur en scène et puis j'ai fait un premier spectacle qui a marché, puis un deuxième qui a, en tant que seule en scène, mieux marché, même si c'était pas. En fait, pour moi, c'était vraiment le côté faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain, quoi. Et puis c'était vraiment le côté chaque chose paye comme une toute petite marche. Et du coup, moi, j'ai tout le temps la sensation de monter. C'est un grand escalier, la vie. Et je n'envisage pas une redescente. C'est un grand escalier vers plus de savoir, plus de compétences, plus d'apprentissage, plus de curiosité, plus de gens que tu croises. En fait, c'est comme si t'affinais ton outil. Ce qui fait que le corollaire de ça, de ces échecs initiaux, de ce fait de ne pas avoir eu ces grandes joies initiales d'être choisi et tout ça, c'est aussi que je n'ai pas peur d'une redescente. Mais oui. Jamais. Et c'est quelque chose que j'essaye énormément de transmettre parce que autour de moi, parmi les gens qui m'entourent, et dans mes métiers, je dis mes métiers parce qu'il y en a en fait plusieurs qui se juxtaposent, il y a beaucoup la peur de la redescente. Ouais, c'est vrai. Et que quand t'entres dans la lumière, t'as peur qu'elle te quitte. Mais je crois que moi, si je ne le vis pas, c'est aussi parce que je n'ai pas senti la lumière arriver sur moi d'un coup. C'est hyper solide. C'est comme j'ai senti progressivement, c'est quasiment imperceptible la façon dont la lumière s'est faite sur moi. C'est hyper intéressant. Et puis aussi, je trouve que ça impose beaucoup de pression. Tu sais, il y a ce grand moment de joie que tu décris très pur. Et après, mais mon Dieu, il faut se sentir à la hauteur de tout ça, alors que toi, t'as construit. Et c'est vraiment, cet épisode, il est sur la confiance en soi, en fait, et sur la solidité. Pour moi, c'est ça la confiance. Ouais. C'est ça la confiance. Et il y a pas longtemps, d'ailleurs, Hakim Gemili, qui est un humoriste que j'adore et qui est un acteur que j'aime beaucoup, il m'a dit, c'est marrant, tout le monde me parle de toi en ce moment. L'année dernière, parce que j'ai fait une petite pastille avec lui, un truc très marrant qu'il a fabriqué, voilà, et dont il est l'initiateur. Et il me dit, c'est marrant, tu vois, en ce moment, tout le monde me parle de toi, Camille. On venait de faire tapis ensemble et tout. Et il me dit, mais ça fait des années que t'es là et moi je te connais depuis hyper longtemps. Je t'ai toujours trouvé super et tout. Et c'est marrant, pourquoi d'un coup tout le monde me parle de toi? Et je lui dis, mais il me dit, mais ça te fait bizarre et tout. Et je dis non, parce que moi je ne le ressens pas comme ça. Oui. Moi en fait j'ai eu un tout petit public, puis un public un peu plus large, puis un public un peu plus large. Des professionnels qui m'ont salué, puis un peu d'autres, puis un peu d'autres, puis des moments où ça se tait un peu, où tu prends du recul. Un jour il y a un auteur, un très bon auteur, scénariste d'aujourd'hui qui s'appelle Thomas Bidegain, qui a fait beaucoup de choses. Et ce mec m'a dit, tu sais, il faut savoir se retirer par moment. Il faut savoir... comment il avait dit ça? C'est pas se retirer, c'est disparaître. Il m'a dit par instant, il faut savoir disparaître. Se refermer sur ta création et réapparaître. Et c'est vrai que c'est un mouvement. Je sais pas si c'est le bon terme, disparaître et réapparaître, mais hibernation. Disons que dans le principe de presque mini jachère, dans un monde où les caméras sont allumées tout le temps et où tout est tout le temps devant un téléphone allumé, un Insta, un machin, un truc, t'as aussi une tendance naturelle à prendre la lumière en permanence, à aller vers la lumière et à te dire si je prends plus la lumière, j'existe plus. Il y a des moments où tu peux être pendant quelques mois, quelques semaines hors des radars et quand tu reprends la lumière, c'est avec une nouvelle création, avec des choses dont tu es chargé. Et c'est un truc super important, je pense. Et puis aussi, tu vois, je la trouve super chouette, sa réflexion à Hakim Gemili. Je me dis que lorsqu'on vient de commencer sa carrière et qu'on fait un boom comme ça, tu sais, il y a forcément un peu l'ego qui joue, c'est tellement flatteur. Mais toi, t'as construit plein d'autres choses, t'as nourri tellement de choses en toi, mon job me passionne, je suis toujours en train de créer, de réfléchir, etc. Je crois que ce boom-là dont il te parlait, il te fait moins d'effet parce que peut-être que ton ego est placé à un autre endroit. En tout cas, la façon dont c'est positionné chaque événement dans ma vie, enfin dont je l'ai positionné, parce que je pense qu'on est actif là-dedans, clairement, a fait que quand je te disais sortir de la compétition, en réalité, par exemple, je me souviens quand j'ai commencé l'humour, on a énormément voulu me placer dans la compétition.
Et moi, comme j'ai cette méfiance initiatique presque sur les concours, la compétition, etc., on m'a beaucoup dit comme s'il y avait que toutes les filles qui faisaient de l'humour étaient en compétition, comme si, ouais. Et je trouvais ça complètement débile. Mais bien sûr. Voilà. Et puis maintenant, il y en a plein, donc il y a plus ce principe et c'est génial. Il y a plus ça, quoi. Il y a plus de compète en fait. Il y a des meufs, il y a des mecs, il y a de tout. Enfin, on ne forme pas une communauté dont chaque élément est l'unique représentant, tu vois. Bien sûr. Il y a deux blondes à Basut, il nous en faut qu'une. Enfin, c'est un gros problème, tu vois. Bon. Et en fait, moi, je dois beaucoup aux femmes qui m'ont fait confiance ou qui m'ont aidée ou qui m'ont admirée ou que j'ai admirée. Je leur dois beaucoup. Et donc, en fait, aucune relation ne s'est positionnée sur la rivalité ou la compétition grâce à ça. Ouais. Alors que ça aurait pu. Ouais. Mais en fait, les gazelles, je l'ai fait parce qu'Audrey Fleurot, qui était beaucoup plus connue que moi j'étais pas du tout connue à ce moment-là, on m'a donné l'occasion de faire les gazelles. Audrey Fleurot m'a dit oui, j'adore ton scénario. Toutes les filles m'ont fait confiance, qui commençaient le cinéma. Moi, j'avais fait très peu de choses au cinéma, j'avais fait des mini-rôles. Et il y avait Joséphine Demeaux qui a cartonné déjà dans 2 films de Toledano Nakache, il y avait Nedra Ayadi. Et moi j'ai pris Camille Cotin, dont c'était le premier rôle au cinéma. Et après Camille, elle m'a mis en scène dans un spectacle, donc alors qu'elle commençait à être très connue, donc elle m'a donné du crédit là où moi je l'avais. On avait bossé ensemble au début, on s'était dit. Il y a vraiment la notion. Il y a vraiment une notion de, je sais pas, de s'épauler avec les artistes femmes qu'on aime. Et ça continue. L'année dernière, quand j'ai appelé Audrey en lui disant « ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, meuf, c'est absurde. T'es en tunnel, moi aussi, mais j'ai trop envie que tu viennes dans mon truc de sketch. » Camille, pareil, elles m'ont toutes dit « mais ouais, super. » Et c'était comme une petite plateforme, une petite bulle d'expression, de liberté, de récré. En fait, il y a vraiment un truc qui circule. Ouais. Et moi, c'est des filles, quand elles ont besoin de moi, ou si elles l'ont besoin, ou si elles ont besoin de moi, ou quand elles ont besoin de moi, je serai toujours là pour elles. Camille, Audrey, Joséphine, c'est des filles avec qui j'ai commencé. Olivia Cotte, qui est une meuf que j'adore, qui est exceptionnelle. Et puis toutes les meufs que j'ai rencontrées l'année dernière, Marie Papillon, dans les 3 dernières années, Marie Papillon. Que j'ai reçue dans le podcast. Voilà, je l'adore, Marie. Elle est géniale. C'est vraiment une super pote, super pote. Ouais. C'est tellement sain et c'est tellement puissant, l'amitié. Je veux dire, franchement, un truc très Lo Samui, mais qu'est-ce que c'est puissant, les amitiés sans compétition entre femmes. Ben moi, c'est des rapports auxquels je suis super sensible. Bérangère McNeese, qui est dans le jury, que j'ai rencontré sur Terminal, ça a été une amitié immédiate. Ouais. Et je l'ai senti parce que, ça a été très fort parce que je sens que il y a 0 ombre au tableau, c'est tout de suite, on sent. Mais de toute façon, moi, je sens ça chez beaucoup de femmes, en fait. Mais carrément. Beaucoup, vraiment. C'est très rare, à vrai dire, que je ne le ressente pas. C'est pour ça que quand on me parle de compétition féminine et tout, je suis là, genre, mais quelle blague. Mais surtout, c'est de l'énergie, mais inutilement dépensée. Ouais, vraiment. C'est vrai. Donc voilà. Donc je dirais que la façon dont on se relève, pour revenir à ton thème initial de ce qu'on vit comme un échec, moi, de toute façon, honnêtement, c'est un peu systématique. C'est que les choses dont j'ai cru que c'était des échecs dans ma vie ne l'ont jamais été. Et si je suis tout à fait honnête, les choses dont je me suis dit qu'elles allaient être des énormes succès ou des game changers ne l'ont pas non plus été. C'est jamais à l'endroit où on pense, tu vois. Et ouais. En revanche, là où j'ai mis une énergie, comment la définir? Honnête. C'est-à-dire en me disant, ouais, c'est là où j'ai envie de mettre de l'énergie, où je me dis ce que je veux pour quelque chose. Je ne me fais pas croire autre chose que ce que je veux. Je mets de l'énergie là, j'ose le dire. C'est là que je mets de l'énergie. Je pense que c'est une chose importante à faire, etc. Ça a toujours payé. Chamoulante, vraiment, par exemple, je me suis dit, bon, j'ai très peu de thunes pour faire ce truc. C'est un pari, mais en même temps un espace de liberté fou que me donne Canal. Je réunis toutes les meufs qui m'inspirent et je veux vraiment parler de sexisme et de
d'humour au féminin, avec toutes les impasses que ça comporte et avec voilà. Et ben, je vais le faire le plus honnêtement possible, y compris en voyant moi les trucs un peu ridicules que je peux penser de ça. Et vraiment, j'ai essayé d'analyser le truc hyper et de m'analyser aussi dans tous mes ridicules, quoi. Et je l'ai fait honnêtement. Et ce truc, il cartonne, il a cartonné. Oh, c'est dingue. Parce que je pense que je l'ai fait avec joie et sincérité. C'est fou ce mot de la joie, je trouve qu'on l'utilise pas assez, tu sais. Tout part pour moi de la joie parce que t'es tellement dans l'instant présent, dans la connexion aussi à l'autre. C'est là où tu peux pas faire d'erreur quand tu crées là-dedans, tu vois. Ah mais non, mais moi c'est maintenant le signe d'un projet réussi. Ouais, d'un projet réussi. Et ça commence par ça. Il y a ça. énormément de travail et d'efforts et des moments douloureux dans tout travail. Bien sûr. En revanche, comme dirait Charles Trenet, il y a de la joie. C'est un très beau mot de la fin, ça me plaît beaucoup. Et je crois aussi que dans tout ce que tu décris, il y a ce truc de travailler, mettre toute son énergie et ensuite lâcher prise. Oui. C'est extrêmement important. C'est un truc sur lequel je travaille énormément en ce moment. J'ai l'impression que mon année 2025, c'est le lâcher prise. Et c'est fou parce que c'est vraiment les moments où on laisse de l'espace. Oui. Pour qu'il se passe des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, peut-être un peu différentes. Oui, tout à fait. Tu vois? Et oui, tout à fait. Oui, parce que en réalité, les choses qu'on vit comme des échecs, pour revenir à ta question initiale, t'auras fait une sacrée journaliste. Non, mais c'est vrai. C'est que les choses qu'on vit comme des échecs, c'est parce qu'on se dit, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et du coup, quand ça ne se passe pas comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, on le vit comme un échec. Alors qu'en fait, si tu te dis, je mets mon énergie là-dedans, et quelque chose, j'ai l'impression de parler comme un proverbe yogiti, mais c'est vrai. Hyper intéressant. Et quelque chose va naître de la concentration et de l'énergie que j'y ai mise, c'est certain. Bah moi là, je vais te dire, en tout cas dans nos carrières artistiques, il suffit d'un lecteur bouleversé pour. Il y a quelqu'un qui je me souviens plus quel est l'auteur qui avait dit ça. Un lecteur bouleversé pour qu'un roman vaille la peine d'exister. De la même manière, un film, un spectacle, il suffit qu'il y ait quelques personnes dont ça a changé la vie, au sens donner des clés pour être plus en adéquation avec le monde. C'est quand même extraordinaire, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est la seule chose à rechercher. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je crois que je vais repartir de ton hôtel en réfléchissant à cette notion-là de travailler, d'être aligné, d'être dans la joie, parce que je le répète, tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans cette période où le développement personnel prend beaucoup de place, et je l'adore et je trouve ça génial, on oublie cette notion de joie qui devrait être au centre. Bah, la joie, le truc, c'est que c'est pas tout seul. C'est vrai. Faut apprendre à connecter avec les autres profondément, en fait. C'est tout. Ouais. Et dans l'honnêteté, ce que tu disais, cette vraie honnêteté et cette sincérité. Merci beaucoup. Il était génial cet épisode. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.